Bonsoir à tous, bienvenue donc pour la séance numéro 3 des cours théoriques parapente 2022. Donc aujourd'hui, le but, ça va être de couvrir les sujets de mécavol que l'on n'a pas couvert à la première séance et on ajoutera quelques sujets supplémentaires. Du coup, c'est parti. Donc, comme d'habitude, pour démarrer, juste vous préciser que je suis moniteur fédéral bénévole et amateur. Du coup, bon, je vais faire au mieux pour vous donner de bonnes informations de ce que j'imagine vrai, mais il est possible qu'il y ait des erreurs dans mes présentations. Et le deuxième point, c'est que je me suis inspiré d'énormes sources d'internet, donc de divers sites internet, schémas, etc. Donc on remerciera tous les auteurs d'une manière générale. Concernant la mécanique du vol, on a des questions au brevet de pilote confirmé, donc des questions type qui peuvent vous être posées. On a par exemple, quelles vont être les conséquences en termes de capacité de vol de votre aile d'un gradient de vent à l'atterrissage, avec schéma et explication. Et quel type de manœuvre éviterez-vous et mettrez-vous en place? Pourquoi? Donc tout ça, on va tâcher d'y répondre aujourd'hui. Aussi, comment expliquez-vous une fermeture frontale et ce qui a pu l'engendrer? Durant votre vol, vous entrez dans un thermique. Décrivez par un schéma simple l'incidence sur votre voile. Que pensez-vous de l'affirmation "Ce lesté diminue les risques de fermeture"? Le fait de se mettre aux oreilles fait-il varier l'angle d'incidence précisé à l'aide d'un schéma? Donc juste avant qu'on rentre trop dans les détails de, de mécanique de vol, on va revoir quelques basiques. Alors que ceux qui ont fait la première séance, ça va être juste un petit rappel. Pour ceux qui n'étaient pas là, on va expliquer ce qu'est un vecteur d'abord. Donc un vecteur, c'est une représentation graphique d'une force, avec des points caractéristiques qui sont d'abord un point d'application, donc c'est le point de départ, sur lequel on applique la force sur l'objet. Ensuite, on a une orientation, donc c'est un axe, donc c'est une droite. On a une intensité. On a une intensité, donc c'est là une flèche en fait qui est de longueur variable, c'est-à-dire qu'une flèche qui a une petite longueur, c'est une petite force, et une grande longueur, c'est une grande force. Et l'extrémité de la flèche qui donne la direction dans laquelle s'applique la force. Parce qu'une fois qu'on a l'orientation, ben, la force elle peut être dans un sens ou dans l'autre. Donc le bout de la flèche sert à indiquer quelle est la direction de la force. Aussi des notions de base concernant notre profil d'un parapente. Donc ici en rouge on a un profil. Ici, on va identifier la FA, donc la force aérodynamique, qui équilibre le poids. La trajectoire. Donc la trajectoire, par rapport à la corde, ça va générer un angle d'incidence, donc qui est formé entre la trajectoire et la corde du profil. Et donc c'est l'angle d'incidence qu'on notera petit i. On a donc du vent relatif, donc des filets d'air. Donc le vent relatif, il va être parallèle à la trajectoire et de sens opposé. Donc en moyenne, on a ici une information où on dit qu'on est entre 8 et 10 degrés environ euh, pour l'angle clairement d'incidence d'un vol classique. Un autre schéma qui représente des informations, ici la corde de l'aile elle est plus à l'horizontale, donc elle est ici, ce qui va générer un angle d'assiette entre l'horizontale et le plan de corde. Donc ici on a le plan de profil de corde. On a un angle de plané qui va être entre l'axe de trajectoire et l'horizontale. On a un angle d'incidence, donc celui-là qui change jamais entre la trajectoire, enfin il change jamais, il est toujours entre la trajectoire et la corde, cet angle d'incidence. Et l'angle d'assiette, donc on a généré via ce schéma, qui va venir entre le plan de profil de la corde et l'horizontale. Est-ce que tout ça, enfin, normalement c'est que des rappels par rapport à ce qu'on a vu, mais si vous avez des questions, on peut revenir dessus, hein. Et donc on voit ici que le poids est enfin, compensé, équilibré par la FA, et la FA elle se décompose en traînée et portance. Ok, c'est parti. Donc on va parler des différents axes d'un parapente. Donc les axes. On connaît le roulis. Donc le roulis, c'est un mouvement sur
Alors sur un plan droite-gauche, en rotation autour du centre de gravité. Donc c'est clairement voilà l'aile qui se balade de droite à gauche, mais ce qu'il faut voir c'est qu'il n'y a pas vraiment de rotation enlacée. Donc on va le voir dans la suite. Le deuxième axe de mouvement, c'est le tangage. Donc le tangage, vous le connaissez normalement, on le fait en exercice, en vol. Donc c'est des mouvements de l'aile d'avant en arrière, donc sur le plan quand on regarde de côté. Donc en freinant et en relevant les mains. Et on a l'axe de lacet. Donc le lacet est un mouvement sur l'axe vertical qui aligne donc le PTV et la FA. Donc, vraiment, on crée un axe qui passe par le centre de l'aile et le pilote, et c'est une rotation ici. Et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment trois axes qu'il faut connaître pour avoir un vocabulaire commun. Représenté en 3D, ça donne ça. Donc c'est-à-dire que le tangage, voilà, c'est la rotation autour de l'axe en vue de côté. Le roulis, c'est par rapport à la vue arrière, et le lacet, c'est par rapport à une vue de dessus finalement. En turbulence, le vol des parapentes est ponctuellement déséquilibré. Les ailes peuvent donc produire un mouvement de roulis et de tangage, donc à cause des turbulences, et ça peut s'amortir par une action de pilotage adéquat. Et donc, pour garder un équilibre au maximum entre l'aile et l'environnement, il faut avoir un pilotage actif, que ce soit à la sellette ou à la commande. Le mouvement de lacet peut se combiner au roulis et au tangage. On dit alors qu'il est induit. Exemple, un virage. Donc un virage, finalement, on met en place du lacet, mais c'est une combinaison en fait de tous ces axes. C'est très très rare qu'on arrive, enfin qu'on produise en vol un mouvement qui est purement sur un axe. Sauf si c'est volontairement, par exemple, du tangage. On va maintenant parler de poids apparent. Donc le poids apparent, c'est le poids tel qu'il est ressenti par le pilote. Donc ici, on a le poids qui s'applique donc suivant la gravité, donc suivant la verticale. Mais lorsqu'on est en virage, comme sur le schéma ici, la force centrifuge vient se rajouter au schéma. C'est une force d'inertie d'origine mécanique qui a plusieurs effets. Elle tend à projeter le pilote vers l'extérieur du virage, et plus le virage est court, avec l'aile inclinée, plus le poids apparent sera élevé. Ça, on va le comprendre via un schéma. Cette force centrifuge, on la sent très bien quand on est sur un manège, c'est le meilleur des exemples, où on est en rotation autour d'un point, et donc on est poussé vers l'extérieur du siège. C'est aussi, on le voit en voiture, et si on prend un rond-point, on est poussé vers l'extérieur du véhicule. Donc la force centrifuge, elle va s'appliquer comme ceci. Donc le poids va se combiner avec une force centrifuge, et donc l'addition de la gravité et des forces d'inertie, ça va générer un poids apparent. Donc la flèche verte, c'est la somme du vecteur poids et du vecteur force centrifuge. Ce qu'on voit, c'est que la longueur du poids apparent, donc de cette flèche, elle est plus longue que le poids classique. Donc ce qui fait que le poids apparent en virage, il est supérieur en fait au poids ou un vol équilibré avec un pilote qui est verticalement sous l'aile. Dans un virage engagé, un pilote il peut ressentir jusqu'à 2G. Donc 1G c'est la gravité classique, 2G ça veut dire qu'un pilote qui fait 50 kg, il va sentir un poids, un poids apparent de comme s'il faisait 100 kg. Donc c'est très important. Et on dimensionne accessoirement les voiles et les suspentes pour avoir une résistance permettant de tenir. Alors c'est pas 2G, c'est beaucoup plus. Mais c'est pour ça que nos suspentes, chacune d'elles, elles peuvent porter quelques centaines de kilos. Et pas uniquement le poids du pilote tout juste avec une ligne. Enfin, on a beaucoup de marge à ce niveau-là. Si on a un virage plus serré, plus engagé, on va avoir une force centrifuge supérieure ici. Donc on a une flèche qui est plus grande. Et si on trace le schéma et qu'on le met à jour, on va avoir un poids apparent qui est encore plus grand. Donc voilà, ça c'est important à comprendre parce que ça permet de répondre à pas mal de questions dans le questionnaire du brevet de pilote confirmé. Est-ce que au niveau du poids apparent en virage, on est OK? Il y a d'autres sujets là-dessus, sur le virage, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, dès maintenant. J'y reviendrai s'il y a des questions. On va parler donc de virage.
Donc le virage, effectivement, c'est une combinaison de plusieurs mouvements autour des différents axes que l'on a vus, notamment du roulis, et donc ça va entraîner un virage. À l'aide d'un schéma, décrivez les forces en présence lors d'un virage équilibré. Donc, virage équilibré, on va bien le définir, donc c'est indiqué dans la suite. Un virage équilibré, ça veut dire que c'est un virage avec stabilisé et continu. Donc comme si on voulait faire un 360 tout doux et qu'on maintenait, on va dire, sur X minutes. Donc pour nous aider à répondre, on va avoir un sommaire des éléments de réponse. D'abord, schématiser le virage équilibré, faire la liste des actions et des forces en présence, conséquences que ça aura sur les vitesses. Et donc, comme je disais, un vol en virage équilibré, on fait l'hypothèse que c'est à vitesse inclinaison constante. Schéma de l'aile en virage équilibré. Donc le premier point de réponse est un schéma que je vous engage à refaire chez vous. Parce que si vous le voyez que là, vous n'arriverez pas à le refaire le jour de l'examen. Donc ici, j'ai juste dessiné un parapente avec un centre de poussée et un pilote. Donc ici, on va positionner le centre de gravité du pilote. Ici, le centre de poussée de l'aile. Et admettons, on a un axe de rotation, puisque là, le parapente est en virage. Donc il est en 360 autour de cet axe. Ici, on va tracer une droite qui passe par le centre de gravité et le centre de poussée. Ce qui va nous permettre d'identifier ici un angle d'inclinaison. Donc l'angle θ d'inclinaison, on se rendra bien compte que si le virage est de faible amplitude, l'aile elle va être plus à plat, elle va être plus proche d'ici, donc θ va être faible. En revanche, si on est sur un virage engagé avec une forte inclinaison, θ sera plus grand. Les forces en présence, maintenant, on va appliquer donc le PTV, donc le poids du pilote. La force centrifuge, donc c'est la force qu'on vient de voir, qui tend à éloigner la masse de son axe de rotation. Donc elle est toujours vers l'extérieur. Donc de la même manière que sur le schéma précédent, on trace des perpendiculaires. Ça va nous générer un poids apparent. Et donc le poids apparent, on voit qu'il s'applique sur la droite qui relie le centre de poussée au centre de gravité. Donc le poids apparent qui est supérieur au PTV. Donc jusqu'à là, tout est normal. Ici, on va retrouver l'angle θ. Donc l'angle θ, c'est le même que l'on va trouver ici et ici. Donc plus l'inclinaison de l'aile sera grande et plus l'angle θ ici sera grand. Et accessoirement, plus la force centrifuge sera grande et donc le poids apparent également. La FA, elle va s'opposer dans ce cas-là au poids apparent. Et la FA, dans notre exemple, elle se décompose en deux forces. La force centripète, donc c'est une force qui s'oppose à la force centrifuge, et à la portance. Et vous allez me dire, où est-ce qu'est la traînée? La traînée, en fait, elle est vers l'arrière et vers le fond de l'écran, donc la flèche n'est pas visible ici. Donc il y a un élément important, c'est que la force aérodynamique, la FA, c'est la somme de la portance de la traînée et de la force centripète. Donc portance et traînée, donc ça c'est ce qu'on avait sur un vol droit équilibré. Maintenant, si on est en virage, on va rajouter la force centripète RC. PA, donc le poids apparent, c'est la somme de la force centrifuge et du PTV, donc de la flèche orange et de la flèche rouge. Donc ça, on le voit bien via ce schéma. Et géométriquement, c'est aussi PTV divisé par cos θ. Donc PTV ici, divisé par cos θ, ça nous donne le poids apparent. Donc si on connaît finalement l'angle d'inclinaison de notre aile, en connaissant notre PTV, on peut en déduire le poids apparent obtenu. Et via cette formule, on comprend bien que plus θ est grand, plus le poids apparent sera grand. Action et bilan des forces en présence. Donc à partir du moment où on a vu ce qu'on a tracé là, au centre de poussée s'exerce donc la FA, force aérodynamique, qui est la somme des vecteurs de portance, de traînée
et d'une force créée par le virage qui est la force centripète. Au centre de gravité CG s'applique le poids apparent, somme vectorielle du PTV et de la force centrifuge. En fait, tout ça, c'est juste les phrases que je viens de vous expliquer, mais rédigées d'une manière optimale pour répondre et avoir tous les points si vous tombez sur ça à l'examen. Conséquences sur les vitesses. Donc en virage, le poids apparent est plus grand que le poids en vol rectiligne. Donc ça, vous l'avez bien compris. La polaire des vitesses va donc glisser à droite sur la ligne de la finesse max et la vitesse relative va augmenter. Donc un autre schéma dessiné différemment et avec un virage dont il y a un axe de rotation qui est de l'autre côté. Donc on voit bien la force centrifuge qui va s'opposer, qui va s'éloigner de l'axe de rotation. Le poids ici, donc la combinaison des deux va nous donner un poids apparent. Et ici on a la force centripète et la résultante des forces aérodynamiques. Alors pour que le parapente tourne, il faudra donc engager un mouvement combiné autour des trois axes roulis, tangage et lacet. Le virage. Quels sont les différents éléments à bien vérifier avant d'engager un virage? Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse par rapport à ça à donner. Quand on est en vol droit, qu'est-ce qu'il est prudent de vérifier avant de tourner? Exactement. Donc l'entourage et l'environnement, ça c'est une bonne première réponse. Est-ce qu'on a d'autres choses à vérifier? On va aller directement aux réponses si vous êtes trop timide. Donc, effectivement, la distance aux obstacles. Donc, on a parlé de vérifier qu'il n'y a personne, mais il faut vérifier aussi notre distance par rapport au relief. Effectivement, est-ce qu'il n'y a personne? Et les autres éléments, autres obstacles significatifs. Et on va aussi s'attarder sur la direction et la force du vent. Parce que si j'ai un relief sur ma droite à 50 mètres, si j'ai un gros vent travers qui vient de gauche, ou si j'ai pas de vent, ça va influer, est-ce que j'ai la place ou non de faire mon virage. Et on va vérifier aussi notre équilibre aérodynamique, c'est-à-dire qu'on ait du vent relatif sur le visage et donc une vitesse dans l'aile suffisante. Ça, combiné à toutes les connaissances qu'on a vues et qu'on va voir, vous imaginez bien que quand on rentre dans un thermique, on a une bascule arrière, donc ça on l'a vu via la rafale montante, et on va avoir le sentiment que l'on s'arrête dans l'air. Et effectivement, le vent relatif sur le visage, il diminue. Si à ce moment-là, on plante un gros virage, effectivement, on est- on peut sortir de la configuration du domaine de vol finalement. Donc avoir un équilibre aérodynamique, vent relatif et vitesse suffisante avant d'engager un virage, c'est important. On va reparler d'incidence, même si on en a pas mal parlé lors de la première séance. On va voir un petit peu les conséquences finalement sur le vol. D'accord. Alors en fait, dans un virage, le poids apparent il va être plus grand. Donc ça, on est OK là-dessus. Le poids apparent est plus grand que le PTV. Donc la FA, elle va, elle va augmenter également pour équilibrer le poids apparent. Et donc là-dedans, ça va induire une accélération en fait on va devoir augmenter la portance et la traîner. Et donc ça va générer une accélération de l'aile pour obtenir une accélération des filets d'air qui vont finalement générer cette augmentation de portance. Mais donc l'aile, elle va ben, plonger indirectement, plonger pour accélérer, donc pour faire accélérer les filets d'air le long du profil et donc générer une augmentation de la portance de manière à compenser l'augmentation du poids apparent. Et tu fais très bien de poser la question. Vas-y. Effectivement, on va voir
temporairement l'équivalent d'une charge à l'air qui augmente. Et l'aile, elle va être plus tendue. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que quand on fait un 360, on va avoir donc l'équivalent d'une charge à l'air supérieure, et bien on va être moins sujet à une petite fermeture finalement, parce qu'on va avoir une aile plus tendue et avec plus d'énergie. Donc on va répondre indirectement à ça un peu plus loin, parce qu'il y a une question qui dit est-ce que d'avoir une charge à l'air supérieure, est-ce qu'on peut dire qu'on a moins de risque de fermeture? Alors, et donc c'est pas exactement vrai, mais on va y répondre en détail plus loin. Mais dans ce que tu dis, si le poids apparent augmente, c'est équivalent à avoir une charge à l'air apparent, enfin, pardon, une charge à l'air supérieure, même si c'est enfin, si c'est temporaire ici. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le sujet? Tant qu'on y est. Je continue, n'hésitez pas, même s'il me faut revenir sur des slides précédentes, n'hésitez pas, ça rend un peu plus dynamique la présentation. Donc si on parle d'incidence, on va parler de surincidence et de sous-incidence. Parce qu'effectivement, un parapente, ça vole dans une fourchette d'incidence donnée. En dessous ou en dessus, ben, on va voir qu'il y a des problèmes. Donc l'angle d'incidence, on le rappelle une xème fois, il faut vraiment que ça devienne un réflexe que vous pouviez faire les yeux fermés, j'allais dire. Corde, enfin entre la corde et la trajectoire, ça nous donne un angle d'incidence I. Quand on est à incidence bras haut, vol équilibré, etc., alors la valeur elle n'est pas exacte, mais on va dire qu'elle est entre 7 et 10 degrés d'angle. Une incidence d'une voile où on est accéléré, c'est-à-dire accélérateur à fond, on va avoir la corde, vous comprenez, qui plonge un peu plus, enfin qui pique un peu plus, donc on va réduire cet angle, et donc il va être d'environ 5-7 degrés. On voit que c'est des variations qui sont très très petites, on parle de quelques degrés. Et une incidence maxi, donc une incidence max avant de sortir du domaine de vol et de se rapprocher du décrochage. C'est donc si, admettons, on freine notre aile pour voler à vitesse mini, on va avoir le profil qui cabre un petit peu. Donc ça va agrandir notre angle d'incidence. Et jusqu'à 15 degrés, on va dire que notre profil est censé voler. On va le voir, il y a des schémas qui le complètent. Donc une sous-incidence, ça va générer une fermeture, alors qu'une surincidence va générer un décrochage. Là, on va le voir dans la suite. Donc, fermeture asymétrique, générée donc par une sous-incidence. Définition de la fermeture asymétrique. La fermeture asymétrique est due à une diminution non symétrique de l'incidence sur une partie de l'envergure de l'aile. Sur l'aile, il suffira que la nouvelle incidence passe sous 4 à 5 degrés pour déclencher cette fermeture. Alors voilà, encore une fois, j'insiste, c'est des valeurs arbitraires suivant plein de facteurs. Si on rajoute à ça des rafales, etc., et des turbulences, ça peut être différent de ça, hein. Mais donc cette diminution de l'incidence peut être due à plusieurs facteurs, et donc à la variation du vent relatif par une rafale de vent de face, rafale descendante. Donc on comprend bien qu'une rafale descendante, si elle vient appuyer sur notre bord d'attaque, ben, ça peut fermer notre profil. Abatté de forte amplitude non contrée. Donc ça, l'abatté, c'est un phénomène que l'on subit par exemple en sortie de thermique, et donc l'aile plonge, et donc aura tendance à réduire l'angle d'incidence. En cas de vitesse excessive, à la limite préconisée pour l'aile. Donc on comprend bien que si on est accéléré à fond sur notre barreau d'accélérateur, on l'a vu sur la slide précédente, on réduit volontairement cet angle d'incidence, et donc on se rapproche de la limite. Et donc on peut se rapprocher d'une fermeture frontale. Voile fortement accélérée ou fortement détrimée. Donc ça, les trims, c'est soit pour les ailes très particulières de paramoteur ou autre, ou pour les biplaces. Maintenant, on va marquer la démarcation par rapport à un décrochage asymétrique, qui est un comportement différent de l'aile. Donc, c'est ce qu'on appelle le départ en vrille. Le départ en vrille, il vient à la base d'une surincidence.
Donc un décrochage se produit quand l'incidence du profil excède les 18-19 degrés. Le décrochage est dit asymétrique quand il se produit seulement sur une demi-aile et que l'autre côté continue à voler. C'est donc en portant au décrochage un côté du parapente, en le ralentissant à l'excès et en laissant l'autre voler que l'on peut amorcer un décrochage asymétrique et donc une vrille. Donc un décrochage de la demi-aile droite peut être obtenu en ralentissant l'aile, puis relever la commande de gauche tout en enfonçant la commande de droite. Alors ceux qui ont fait un stage de CIV, ils ont peut-être vu ou pratiqué. Donc là, on sort du domaine de vol, mais au lieu de réduire l'incidence, on l'augmente. Et on l'augmente un peu trop. La justification aérodynamique de ce phénomène, c'est que la demi-aile décrochée s'enfonce, donc elle va avoir tendance à s'arrêter, voire même à reculer. Donc sur la photo ici, c'est le côté droit. Donc il va s'enfoncer pendant que la demi-aile portante, en tout cas, qui a une vitesse de vol normale, elle va avancer et donc elle va tourner autour de l'axe de lacet. Et donc là, l'axe de lacet, on le voit vraiment sur un départ en vrille. On a le côté droit qui va reculer, le côté gauche qui va avancer, et c'est parti pour un tour de toupie. On va noter que la vrille ne fait pas perdre énormément d'altitude en soi, puisqu'on est sur un axe de lacet, et donc on va descendre, on va dire, à 3 mètres par seconde. Par contre, on a une aile qui est hors domaine de vol, donc quand on va sortir, elle va rechercher à gagner la vitesse, et donc elle va plonger fortement. Et donc c'est là où, éventuellement, l'impact au sol serait très très pénalisant. Donc la cause, c'est en zone de turbulence, une forte rafale montante par exemple, ou arrière. Ça va nous... Si en plus de ça, on a une action au frein, on va se rapprocher donc d'une surincidence. Donc le schéma que j'ai dessiné et qui sera utile, je pense, pour mémoriser. Donc l'angle d'incidence, si on le fait évoluer de 0 à l'infini, on va dire qu'entre 4 et 5 degrés et jusqu'à 18-19 degrés, je vole. Donc c'est vert. Par contre, en dessous de 5 degrés, on est en sous-incidence et je vais avoir un risque de fermeture. Au-dessus de 18-19 degrés, risque de décrochage et donc de surincidence. Donc bon, ça c'est le petit schéma que l'on fait pour voir tout ça. Donc I1, incidence de fermeture, donc si l'angle est faible. Et I2, surincidence, incidence de décrochage si l'angle est grand. Un autre schéma qui nous permet de comprendre pourquoi la surincidence elle est pénalisante. Si en temps normal on a un angle de 6 degrés à peu près, donc dans un flux d'air stationnaire, ça génère une portance donnée. Quand on va venir cabrer notre profil, par exemple via une action au frein, on va avoir une portance qui augmente. Donc on voit que la flèche là, elle est plus grosse. Par contre, on va avoir un point de décollement. On voit que les filets d'air, derrière, finalement, on augmente, on va dire, plus ou moins le volume qui vient freiner, qui vient s'opposer à l'écoulement de l'air. Et donc ça marche un certain temps, on va dire jusqu'à un angle de 15 degrés. Et au-delà, on a complètement les flux d'air qui sont décollés du profil. Donc on ne va plus profiter de l'accélération des filets d'air qui viennent se retrouver au bord de fuite. Et c'est ce phénomène-là qui générait notre portance. Donc là, on a chute de la portance, ça devient une toute petite flèche, puis finalement plus rien. Donc on est en parachutal ou en décrochage. Est-ce que ce schéma-là, il vous permet de comprendre que la surincidence nous rapproche d'une situation de danger? Vas-y, Luc. Exactement. Exactement. Euh, En fait, l'assiette, c'est juste un angle par rapport à l'horizontale. Et alors que l'angle d'incidence, comme on l'a vu, il se discute entre trajectoire et corde. Et la trajectoire, donc, est le vent relatif,
ils vont subir les rafales en fait de vent. Et donc les rafales qui vont pas du tout impacter l'horizontale, qui restera toujours horizontale. En revanche, ça va impacter notre trajectoire et l'orientation du vent relatif, la force et l'orientation du vent relatif. Et donc l'angle d'incidence existant entre la corde et la trajectoire, effectivement, il n'y a que l'angle d'incidence qui va nous importer dans ces schémas. Et l'angle d'assiette, il pourrait ne pas exister, on n'en parle pas du tout. Effectivement, on peut décrocher avec un angle d'assiette très différent, suivant plein de cas différents, plein de voiles et la direction du vent. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent impacter. Donc, une question associée à sa réponse, donc que vous pouvez trouver au brevet de pilote confirmé, c'est le départ en décrochage asymétrique. Il y a un problème mécanique simple, lequel? Donc, on va définir le décrochage asymétrique, donc ça on vient d'en parler, et quelle est la justification aérodynamique, exact, on vient d'en parler. Donc ça, je vous le mets dans la présentation que je vais vous envoyer. On va pas passer plus de temps puisque c'est exactement de ça que je me suis inspiré pour réaliser les slides précédentes. Expliquer les différentes causes d'un départ en autorotation et les facteurs favorisants. Donc les facteurs favorisant le départ en autorotation, on va parler de vitesse, d'une forte charge à l'air, d'une aile à grand allongement, donc d'une aile plutôt typée compétition, puisqu'en fait les ailes école ont un allongement réduit, et plus les ailes sont de catégorie, on va dire B, C, D jusqu'à triple C, plus l'allongement a tendance à s'allonger et à augmenter. Il y a l'effet pendulaire également. Quelles sont les différentes causes d'un départ en autorotation? Au départ, c'est souvent un incident de vol qui peut être par exemple une fermeture asymétrique, une cravate ou la combinaison des deux. Une fermeture asymétrique de type frontal donc peut être la cause d'un départ en autoroute. L'aile restée ouverte va tourner très vite autour de l'axe de lacet et le pilote va tomber dans la sellette du côté fermé. Donc ça c'est le réflexe, enfin la mauvaise cause s'il n'y a pas de pilotage. C'est-à-dire vous comprenez que si on prend une fermeture asymétrique côté droit, d'une part, notre corps dans la sellette, il va avoir tendance à être poussé vers la droite, donc tomber dans la sellette côté fermé, et l'aile gauche, elle va garder sa vitesse et entrer en rotation autour de l'axe de lacet, et donc elle va plonger vers le sol, et ça va entraîner donc une rotation qui va être très forte et avoir tendance surtout à s'entretenir, voire s'accélérer. Quelles sont les manifestations d'une autorotation? C'est la voile qui tourne donc en s'enfonçant avec une aile extérieure en survitesse alors que l'aile intérieure est en surtraînée parce qu'elle est soit fermée avec une fermeture asymétrique, soit avec une cravate. Donc on va générer une traînée supplémentaire sur le côté fermé. Donc ça va faire pivot autour de ce point-là. Et le pilote, avec la force centrifuge, il va décrire un cercle qui va s'agrandir et c'est une autorotation. Et donc là, il y a vraiment un pilotage adéquat à avoir, si ce n'est tirer le secours. Le mécanisme aérodynamique à ce niveau-là, c'est que quand la voile ferme, le centre de gravité va s'éloigner du centre de poussée. La voile va abattre dynamiquement, donc elle va plonger vers le bas. Et la trajectoire du pilote, elle s'extériorise, décrivant un cercle de plus en plus grand. Voilà, ça c'est vraiment décortiquer les éléments de réponse à la question posée qui, qui vous permettront de rapporter tous les points. Le poids apparent augmente et contribue à maintenir l'autorotation. Donc effectivement, comme on l'a vu plus haut, quand l'angle θ il va être élevé, le poids apparent il va augmenter, notre aile va avoir tendance à accélérer encore plus. Et donc finalement, ça va être de pire en pire une autorotation. C'est pour ça qu'il faut traiter le problème très rapidement ou tirer le secours très rapidement. Le slogan de la Fédé, c'est un tour secours ou deux tours secours, quelque chose comme ça. Mais si on n'arrive pas à maîtriser dès le début une autorotation, effectivement, ça peut être
assez vilain. Et je vous engage et je vous encourage fortement à faire un stage de Civ pour voilà, approcher de ces éléments-là et voir quels sont les bons comportements à adopter. Donc, sur une photo, la différence majeure entre à gauche un décrochage asymétrique et une vrille, on voit bien donc un axe de lacet, une aile donc son côté droit là parce qu'il est en train de venir vers nous, qui est très freiné, qui est un décrochage donc asymétrique. Donc le côté droit va partir vers l'arrière, alors que le côté gauche il est en vol normal, donc il va continuer sa course et être entraîné. Et donc la rotation va se faire autour de l'axe de lacet. À l'inverse, une autorotation, on a ici donc une aile qui est très fermée sur la gauche, quasiment la moitié. Et donc, on va avoir un axe de rotation en fait qui est décalé entre l'aile et le pilote. Et donc, la rotation va se faire autour de cet axe. Et donc, la force centrifuge va être très forte. Alors que sur un axe de lacet, la force centrifuge, elle va être, alors pas nulle, hein, mais elle va être très faible. Et finalement, ça, c'est la figure en accro qu'on appelle l'hélico. Et vous verrez, les pilotes, ils sont pas du tout centrifugés, ils peuvent parler, lire le journal, etc. Ceux qui le font très bien. Est-ce que décrochage asymétrique et autorotation, c'est clair pour tout le monde? Ok. On va parler maintenant de gradient. Donc, définition de gradient du vent. Donc, le vent change suivant la hauteur. La trajectoire d'un aéronef subit donc un vent variable selon sa position. Donc gradient, déjà le mot en physique, c'est une variation d'une valeur entre un point A et un point B, une variation progressive. Un gradient de température, on l'a vu notamment la semaine dernière, c'est quand au sol on a une température donnée et l'air un peu plus haut a une température différente. Donc on a un gradient, une variation de la température. Donc ici, nous, quand on parle de gradient, on parle souvent de gradient de vent, et donc ça s'image comme ceci. On va avoir un vent qui décroît. Plus on se rapproche du sol, plus il va diminuer. Si en altitude, on va dire, là sur ce schéma c'est 20 mètres, mais on va dire 50, 100, 200 mètres, on va avoir un vent très régulier à 16 km/h. Et bien plus on va se rapprocher du sol, plus on va avoir un vent qui diminue. Le vent il décroît à l'approche du sol, et donc un gradient c'est plus ou moins marqué en fonction de plusieurs paramètres. On va le voir. Donc, bien sûr, il y a un risque de gradient de vent quand il y a du vent. C'est très bête dit comme ça. Mais un jour, si vous décollez à 9 heures du matin, un jour sans vent, s'il n'y a pas de vent, météo, brise, quoi que ce soit, on ne peut pas parler de gradient parce que le vent, s'il passe de 0 à 0, il n'y a pas de variation, donc il n'y a pas de gradient. La conséquence aérodynamique sur l'aile, donc d'un gradient de vent. À l'approche du sol, si le vent de face, le vent relatif, si le vent de face diminue, le vent relatif va décroître. La portance, donc, elle va diminuer temporairement. Donc, comme la portance va diminuer, l'aile, elle va abattre, elle va plonger, donc avoir une abattée, pour reprendre de la vitesse, de manière à retrouver des filets d'air qui vont régénérer de la portance et retrouver un équilibre aérodynamique. L'équivalent avec une rafale de vent arrière, finalement. Donc, c'est vraiment, on reçoit les mêmes informations en vol quand on subit du gradient ou quand on a une rafale de vent arrière. La FA donc va diminuer et l'incidence va augmenter. Et en fait, sur un instant, on va avoir un risque de décrochage. Si on est déjà pendu sur les freins au moment où on rentre dans cette masse d'air, et donc ce gradient, ça peut amener à un décrochage. Donc les différents cas de trajectoire. Si en bleu ici, on a un plan de descente sans gradient, donc ça c'est un schéma que vous pouvez mémoriser et faire, ça peut apporter pas mal d'éléments de réponse. Un plan de descente sans gradient, c'est-à-dire si on avait eu un vent fixe face à nous, donc on a une trajectoire linéaire avec un point d'aboutissement donné. Si on subit du gradient, dès que l'aile
elle va rentrer donc dans ce gradient, on l'a vu, vent relatif qui va diminuer, l'aile va plonger vers l'avant et donc abattre pour récupérer sa vitesse de vol. Et donc on va atterrir plus court que le point d'aboutissement visé. Et suivant le moment, la hauteur à laquelle on a subi le gradient et comment on a géré ça au niveau du pilotage, soit on va arriver au moment où on est dans la bâtée et ça va taper fort le cul, soit on a eu le temps de récupérer un vol équilibré et donc d'atterrir proprement. Mais dans tous les cas, ce sera certainement avant le point d'aboutissement. Donc gradient près du sol, l'aile est toujours en recherche de vitesse, la finesse est dégradée. Le posé se fait avant le point d'aboutissement final et le pilote devra anticiper le freinage final, ce dernier se confondant avec l'arrondi. C'est aussi le cas si le pilote prend en compte tardivement le gradient. Un autre cas possible, donc, c'est quand on a un gradient finalement qui est plus ou moins en hauteur et ensuite un vent qui est plus régulier au sol. Donc on a pareil le plan de descente sans gradient qui donc est linéaire avec un point d'aboutissement donné. Et ici avec gradient, donc si le gradient est plutôt haut, on va dire, tout est relatif, l'aile va abattre pour reprendre la vitesse après le passage transitoire. La finesse sol est plus grande qu'avant le gradient, puisque finalement, une fois qu'on a retrouvé un vol équilibré ici, le vent est plus faible de face. Et donc du fait que le vent soit plus faible de face, la finesse sol va augmenter et le posé va se faire après le point d'aboutissement. Ici, la prise de vitesse a été maximale, l'aile accélère et sur la fin, le gradient disparaît pratiquement. L'aile a eu le temps de reprendre, donc de prendre de la vitesse sol et donc de se rééquilibrer. Et on va pouvoir gérer finalement un atterrissage classique. Et dans notre cas, on va être un peu plus long que prévu. Voilà, donc là, j'ai pas d'exemple d'amplitude donnée exactement, mais cette couche de gradient, c'est souvent dans les 30 derniers mètres d'altitude. Et suivant les terrains, on a cette démarcation ici qui est soit au sol, soit un peu plus haut. Et ce qu'on voit, c'est que bon, on a deux comportements différents et un point d'aboutissement donc où on peut être soit avant, soit après. Pendant le gradient, donc on l'a vu, il y a des manœuvres à éviter. Donc c'est des basses vitesses, parce qu'on a parlé de risque de décrochage. Donc si on est déjà en basse vitesse en approche, si on a du gradient, eh bien voilà, c'est pas bon pour nous. Donc on va éviter également les oreilles, parce que les oreilles, ça va augmenter la traînée, ça va faire augmenter notre angle d'incidence, donc c'est une manœuvre à éviter. Déclencher la prise de vitesse par un mouvement de tangage dans le gradient et non au-dessus. Donc finalement, bon, la première des difficultés par rapport à toutes ces manœuvres, c'est que le gradient, il est invisible. Alors à moins d'avoir quelqu'un qui atterrit 30 secondes devant vous et vous le voyez subir du gradient et finir à plat ventre, sinon c'est très difficile à anticiper. Donc il faut, entre guillemets, mettre en œuvre des manœuvres tout le temps au cas où il y aurait du gradient. Et notamment réaliser une prise de vitesse, donc c'est-à-dire être main haute, donc ça c'est un bon comportement. Il y a certaines personnes, pour dire je vais prendre la vitesse, ils commencent par un petit freinage pour se mettre en tangage et relever les mains, donc là elle plonge et effectivement prendre de la vitesse. Mais malheureusement, avant la prise de vitesse, il y a un mouvement de frein et donc de tangage. Donc finalement, quand on veut déclencher une prise de vitesse, mais si c'est par un mouvement de tangage, on va se retrouver temporairement dans de la basse vitesse. C'est pour ça que c'est un élément, on peut le faire si on est au-dessus du gradient, donc si on est relativement haut. Par contre, si on est dans le gradient, c'est clairement une manœuvre à éviter. Et aussi s'opposer à la prise de vitesse normale. Et ça, c'est vraiment un phénomène. Donc on a l'aile qui plonge, qui part devant nous, qui accélère. Et là, le premier réflexe humain, c'est on est près du sol, etc. On va avoir envie de freiner cette prise de vitesse. Mais finalement, si notre aile, elle n'a pas
la vitesse souhaitée pour avoir un vol équilibré, ben, elle va pas voler. Donc il faut la laisser prendre cette vitesse-là. Si on est près du sol, on va anticiper le freinage final, mais si on est en vol, en approche, il faut pas s'opposer à cette prise de vitesse. Il faut accepter l'accélération. Il faudra également éviter les virages près du sol, puisque ça implique une demande de vitesse à l'aile. L'aile va plonger un petit peu, donc on l'a vu plus haut, et donc ben, un virage près du sol combiné à du gradient, ça peut faire des dégâts. Donc les précautions à prendre, c'est d'abord de s'éloigner au maximum des obstacles qui vont accentuer le gradient et les turbulences. Parce qu'effectivement, le gradient, il est souvent généré, donc il est au sol, il est lié à plusieurs phénomènes. Le gradient, il est lié au frottement de l'air sur le sol, déjà. Donc si vous pouvez comprendre que ben, dans les 20 derniers mètres, l'air, ben, il a du frottement avec le sol et avec tous les obstacles qu'il va rencontrer. Que ce soit des grands bâtiments, ben, des villes ou des rangées d'arbres. Une haie de peuplier perpendiculaire au vent, ça va forcément générer derrière, sous le vent de la haie de peuplier, ça va forcément générer du gradient. Donc quand on peut, quand on a un grand champ, si, admettons, on a un champ très long dans l'axe du vent, on va essayer plutôt de poser au tout début du champ plutôt qu'à la fin, en se rapprochant donc des rangées d'arbres éventuellement qu'on a au bout de ce champ. Donc s'éloigner des obstacles, mais s'éloigner, latéralement c'est une chose, mais aussi dans la profondeur. Anticiper l'arrivée dans la zone de gradient en prenant de la vitesse, bras haut et maintenir cette attitude. Donc c'est-à-dire, c'est pour ça qu'en école, on essaye de vous faire le dernier virage suffisamment haut pour faire une longue finale droite et stabilisée. Et dans cette finale, on vous demande d'avoir les mains relativement hautes pour avoir une prise de vitesse maximale. S'il y a des corrections de cap à faire, on va, dans la mesure du possible, les réaliser avec un appui sellette et éviter au maximum d'utiliser la commande. En finale, se relever dans la sellette plutôt que d'habitude, ça permet d'amortir tout simplement. En cas de gradient sur les 2 derniers mètres, on est déjà prêt à courir. En cas de turbulence, le pilote a tendance à tenir son aile et parfois le gradient est turbulent. Donc le pilote il doit garder son aile en ayant à l'esprit qu'il faut garder aussi de la vitesse. Donc prise de vitesse en finale, ça ne veut pas dire je lâche tout et banzai. Ça veut dire que sur une aérologie turbulente, il faut vraiment trouver le point de pilotage avec parcimonie, on va dire, avec souplesse, pour que on maîtrise notre voile, donc pour pas fermer, mais tout en gardant un maximum de vitesse pour ne pas se rapprocher de basse vitesse qui serait dangereuse combinée avec du gradient. Donc les différents types de gradients, donc sur terrain plat, ça va être purement le frottement, le pur frottement de l'air sur le sol et les différents obstacles. Mais on rencontre aussi ce phénomène sur les pentes. Ça, on peut le voir sur certains cas, mais quand on décolle finalement, l'aile au sol, elle n'a pas forcément beaucoup d'air, et puis si on la lève, à 10 mètres au-dessus de notre tête, déjà elle aura plus d'air. Et quand on va décoller, on va courir, on va avancer facilement, et puis après, hop, on va décoller et entre guillemets avoir une trajectoire, hop, une belle ressource en sortie de décollage. Donc c'est quand on va rentrer dans un phénomène de gradient, mais au lieu de que ce soit en se rapprochant du sol, ce sera en s'éloignant ici. Concernant le gradient, est-ce que vous avez des questions? Ok, bon, c'est que ça a été clair. On va parler de brises. Donc les brises, elles sont de différents types et donc on va toutes les voir ensemble. Les brises, qu'est-ce que c'est? C'est des déplacements d'air d'origine thermique. Pour faire simple, l'air chaud monte et l'air froid descend. Donc par rapport à la semaine dernière, on a beaucoup parlé de phénomènes de vent. Donc le vent avec les anticyclones, les dépressions, la météo, etc. Avec des phénomènes très globaux au niveau européen, au niveau national, au niveau d'un massif.
Maintenant, les brises, ça va être beaucoup plus localisé, et parce que c'est un déplacement d'air d'origine thermique. On va distinguer la brise littorale, qui peut être soit de la brise de mer, soit de la brise de terre. Donc littoral, ça veut dire au bord de la mer. On va aussi avoir de la brise de pente. On va avoir de la brise de vallée et on va avoir de la restitution. Les brises littorales. Donc brise de mer, c'est quand le vent vient de la mer. Donc c'est le schéma qui est ici, c'est-à-dire qu'en journée, le soleil va chauffer le sol. La nature des éléments font que la mer, elle va avoir beaucoup d'inertie, elle va peu chauffer, ou pas vite en tout cas, alors que le sol va chauffer beaucoup plus vite. Donc l'air chaud, ici, donc au contact du sol, va s'élever, et c'est de l'air marin, donc de la mer, qui va venir le remplacer. Et donc on va avoir une brise de mer qui va s'activer de la mer vers la terre en journée. Et c'est un cycle qui peut se répéter éventuellement tous les jours. Et c'est avec ce phénomène-là qu'on vole à la dune du Pilat notamment. Donc, ce que je viens de dire, en chauffant la Terre, le Soleil crée une zone d'air ascendante. Cette ascendance crée en dessous d'elle un appel d'air qui aspire l'air de la mer qui sera plus frais. En s'élevant, l'air se refroidit et retombe vers la mer. Donc, c'est un cycle qui peut durer toute la journée. Ces brises permettent souvent de voler en bord de mer avec de l'ascendance dynamique en Normandie, etc. Partout où on fait du vol de falaise. Maintenant, on a la brise de terre qui est l'inverse tout simplement. Le vent vient de la terre. La brise de terre est le phénomène inverse, avec la nuit un sol qui va se refroidir rapidement, alors que la température de l'océan va peu varier du fait de son inertie. C'est-à-dire que la mer, en exagérant, elle va avoir la même température le jour et la nuit. Alors que le sol, on en fait bien l'expérience, ça se refroidira très vite le soir. Et donc, l'air chaud va s'élever au niveau de la mer et sera remplacé par de l'air plus froid de la terre. Donc, brise de mer, la brise vient de la mer. Brise de terre, la brise vient de la terre. Donc, au niveau thermique, si la température de la terre est supérieure à la température de la mer, on a de la brise de mer et inversement. Maintenant, on va parler de brise de pente. Le matin, les versants est de la montagne sont exposés au soleil et reçoivent le rayonnement solaire. Donc effectivement, sur notre schéma, on a une face est. Une face est, c'est une face qui regarde vers l'est. Donc dans notre exemple, la face est, donc elle reçoit très bien les rayonnements solaires perpendiculairement, donc ça chauffe le sol. Le sol, en s'échauffant, il va communiquer sa chaleur à l'air à son contact, qui va s'élever et créer un appel d'air, qui va se déplacer donc dans le bas de la vallée. Donc on voit donc la brise de pente qui va s'élever sur toute la pente qui est face est, et donc cet air qui s'est élevé va être remplacé par de l'air plus frais qui va remonter la vallée. En face est, le matin, l'activité thermique est plutôt faible. L'air de la vallée, bien que plus froid, est alors obligé de monter lui aussi afin de combler le vide laissé par l'air chaud des pentes qui s'est échappé par le haut. Et donc c'est la brise de vallée. Donc ici en expliquant qu'est-ce que c'est que la brise de pente, donc c'est la brise qui remonte les pentes, on génère une brise de vallée donc qui va venir, qui est un air aspiré finalement par la brise de pente. La brise de pente en milieu de journée. On a un phénomène qui s'observe sur tous les versants exposés au soleil. On a les versants est, sud et ouest. Alors ça c'est pour l'hémisphère nord, puisque les faces sud, on va dire on parle pour nous, c'est les faces qui vont beaucoup chauffer. Et donc à la mi-journée, la brise de pente, elle va être à la fois sur les faces est et ouest. Et donc ça c'est un phénomène que l'on rencontre. Vallée de Val-Louron, c'est un très bon exemple. Tout le matin, on décolle face est sur les décollages du 300, 600, 700. À la mi-journée, on va pouvoir voler à la fois sur les faces est et à la fois on va pouvoir commencer à décoller sur la face ouest, le restaurant d'altitude, station de Peyragudes, etc. Et donc, en milieu de journée, on va avoir les deux flancs de la montagne en vallée de face, en brise de face, pardon. Alors, une plus grande quantité d'air s'élève et aspire de l'air frais
des vallées ou plaines environnantes. C'est la brise de vallée montante, conséquence des brises de pente. C'est le moment où la brise de vallée sera la plus forte. On comprend bien que désormais, on a à la fois les faces est et les faces ouest, et donc qui sont en brise montante. Donc l'air aspiré de la vallée, il sera maximum. Alors juste, donnez-moi une petite seconde, je reviens. Désolé. Du coup, ce que vous comprenez bien, c'est que quand la brise est montante sur les deux faces, on va avoir une forte brise de vallée pour alimenter tout ça. Et ça, toujours sur l'exemple de la vallée de Val-Louron, on constatera que 14-15 heures, c'est les heures à laquelle, à l'atterrissage, la biroute est la plus tendue. La force de la brise, donc, si on regarde sur une journée, la brise de vallée, elle va être nulle le matin, puisque le soleil n'a pas encore chauffé les faces. Plus les faces est vont être actives, plus la brise de vallée va s'activer. À partir d'un moment donné, les faces ouest vont également être actives, donc c'est là où on va atteindre un pic de brise de vallée. Et progressivement, les faces est vont s'éteindre, puis les faces ouest, et finalement la brise de vallée sera nulle, on va dire, en fin de journée. Donc la zone rouge ici, c'est la zone où on va se méfier si, si on doit aller atterrir en fond de vallée. Clairement, la brise de vallée peut être très forte, même si la météo n'annonçait pas du vent fort, et même si au décollage, le vent n'est pas fort. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la brise de vallée, c'est un cumul de toutes les brises de pente qui doit être alimenté par une brise de vallée. Et pour information à Luchon, c'est pas rare qu'elle dépasse les 40 km/h à l'aérodrome. Donc, les solutions ici, c'est soit je décolle et je pose avant que la brise soit trop forte et je revole le soir, ou bien si je vole pendant cette période-là, j'ai plusieurs options. Soit je reste en l'air et je ne vais atterrir en fond de vallée que quand la brise s'est calmée, ou bien je peux atterrir en altitude, c'est-à-dire que au lieu d'atterrir tout en bas de la vallée, si j'atterris soit au décollage, soit à moitié de la pente, et finalement je subirai une brise de vallée qui sera, enfin une brise de pente du coup, au lieu de la brise de vallée, et elle sera plus faible et fréquentable. Vas-y. Oui, effectivement, quand on va t'annoncer à Val-Louron, typiquement, on va te dire il y a 5 km/h de vent d'ouest aujourd'hui, et tu vas te pointer à 10h30 du matin au déco 700, et tu auras une brise de pente en est. Alors maintenant, non, enfin, c'est pas déconnecté parce que si on t'annonce 40 km/h d'ouest, ta brise de pente, elle va jamais prendre le dessus. C'est-à-dire que sur des faibles valeurs de vent météo, on va voler que en brise. C'est-à-dire que jusqu'à 10 km/h de vent météo, tu vas voler sur tous les reliefs que tu veux de ta vallée. Du moment que tu es au vent de la brise, tu seras bien placé. Au-delà, c'est-à-dire si je dépasse les crêtes du Cap de Pal, si je suis à 2008, là je vais plus subir du tout de brise, mais je vais subir plus que le vent météo. Maintenant, si on annonce 20 km/h de vent de nord, de vent de météo nord,
Ça voudra dire que ma brise de vallée dans l'après-midi, au lieu d'être à 25 km/h, s'il y avait eu que de la brise, elle sera peut-être à 35, 40, 45. Donc, on va pas faire abstraction des prévis météo, mais on va, voilà, jusqu'à, tant qu'on est dans des vitesses de vent faibles, on va les négliger et penser à la brise. Quand le vent météo va commencer à être significatif, on va penser à la combinaison des deux. Et quand le vent météo va être très fort, on va plus du tout penser à la brise. Et alors, soit on volera pas du tout parce qu'il sera très fort, soit on va aller directement. Voilà, si on a 30 km/h d'ouest annoncé à Val-Louron, on va peut-être tout simplement attendre l'après-midi pour aller décoller en face, mais ne pas voler le matin avec un risque d'être sous le vent. Mais la question n'est pas bête du tout. Si on poursuit le déroulement de notre journée, on a le soleil donc qui a tourné, et maintenant c'est la face ouest qui est chauffée. Donc en fin d'après-midi, seules les pentes ouest sont exposées au soleil, et la brise de vallée donc va avoir tendance à s'estomper petit à petit, puisque finalement la face est n'a plus de brise montante. Les versants est, ils se retrouvent à l'ombre, et la brise sur ces pentes commence à s'inverser. L'air refroidi par un sol qui perd sa chaleur, et donc avec la gravité, il va descendre le long des pentes. Et donc ça, encore une fois, à Val-Louron, on le constate. Si vous voulez aller décoller au 600 ou au 700 ou au 300, pardon, à 18 heures, vous aurez au mieux 0 km/h. Sinon, vous aurez du vent de cul. Et donc, on comprend bien que dans cette configuration-là, la brise de vallée, elle va avoir tendance à diminuer par rapport à la configuration précédente. Et donc, les biroutes ici, elles seront sur les faces ouest ou en fond de vallée, et elles seront vent de cul sur les faces est. Donc, même schéma pour la force de la brise, et donc là, on est plutôt dans ce secteur ici, décroissant. La brise descendante. En fait, comme on l'a dit en fin d'après-midi, le sol va se refroidir rapidement. Donc, l'écoulement vers le fond de la vallée, donc l'air il va avoir tendance à descendre, puisque l'air chaud monte, l'air froid descend. Par conséquent, la brise de vallée va s'inverser et devient descendante. Donc en fait, alors j'ai fait un schéma à la con, mais ici on est sur une fin de journée, le soleil va se coucher, et la nuit, clairement, on a un vent, enfin une brise de vallée descendante qui va s'installer, ce qui voudrait dire en somme que la nuit, euh, qu'on aille un déco face est ou face ouest, on est censé avoir du vent de cul déjà, et à l'atterrissage de Val-Louron, on va avoir du vent, au lieu de remonter du nord vers le sud, il va descendre du sud vers le nord. Et accessoirement, en vallée de Luchon, il y en a qui volent sur ce phénomène, puisqu'il y a un endroit et un recoin de la vallée où la brise descendante elle est tellement forte que le matin, elle est encore présente et on peut y décoller à 8 heures du matin et voler en soiring sur de la brise descendante. Donc on peut avoir. Mais enfin, c'est tout simple. Si on a 40 km/h de brise en journée, c'est pas impossible qu'on ait 30 en fait, descendantes la nuit, hein. Donc ici on va être en brise montante, ici en brise descendante. Alors ici c'est pas pile le coucher du soleil, parce que finalement il y a un petit peu d'inertie. On va dire que le coucher du soleil, enfin en tout cas le lever du soleil, il peut être ici. Et voilà, on a la fin de la brise descendante, puisqu'elle va s'arrêter quand le sol va commencer à chauffer. Donc la journée, voilà, elle est décalée par rapport à ce qu'on a vu ici. Donc, vue sous un autre angle, la brise de vallée, elle va être quand elle est montante sur les pentes, parce qu'on est chauffé, mais la brise de vallée elle va être montante vers les hauts reliefs. Et la nuit, c'est le phénomène inverse. Donc, ça va descendre le long des pentes et donc ça va descendre vers le piémont. On va parler d'un phénomène de restitution qui est quand même différent par rapport aux brises que l'on a vues, mais qui c'est un phénomène que les plaineux notamment peuvent connaître, notamment sur Millau. Les forêts, la neige, les lacs
Donc on a tout un tas de surfaces au sol qui sont des terrains, soit humides notamment, mais qui se réchauffent et se refroidissent plus lentement que la moyenne. C'est-à-dire qu'ils ont une plus grande inertie. On en a parlé pour la mer. Les brises sont par conséquent moins marquées dans ces endroits-là. Le soir, ces terrains ils se refroidissent aussi plus lentement que l'air qui les recouvre. Ils sont donc un peu plus chauds et produisent des ascendances. Si on imagine une forêt au pied d'une falaise en cailloux, tout au long de la journée, la falaise en cailloux elle va chauffer et elle va très vite chauffer l'air au contact et ça va générer du thermique. Par contre, pendant la journée, la forêt, sa température va monter très très progressivement et ça va générer finalement peu d'ascendance. Ça va en générer un petit peu, mais peu. Par contre, le soir, quand la température de l'air va chuter, on va dire rapidement, c'est la forêt qui va être plus chaude de toute la chaleur emmagasinée. Et donc, c'est la forêt qui va déclencher. Et vu que les forêts, dans mon exemple, c'est une grande surface très étendue, mais ça va générer des grandes ascendances larges et douces. Et donc, on appelle ça la restitution. On peut donc profiter de ces ascendances du soir pour voler au-dessus des forêts. On parle de vol de restitution. Conclusion sur les brises. Inutile d'attendre une brise s'il n'y a pas de soleil ou si vous êtes sur un versant nord. Ce qu'on comprend bien, c'est que dans tous mes schémas, il y avait un soleil qui chauffait le sol. Si on supprime le soleil, donc une grosse couverture nuageuse, la brise elle va être très très amoindrie et parfois elle va être nulle. Si le vent météo est nul ou faible, il faut choisir le déco en fonction de l'heure pour qu'il bénéficie d'un ensoleillement maximal. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si le vent météo annoncé est très faible, on va se baser sur les brises et en fonction de l'heure à laquelle on veut décoller, on va choisir le spot pour décoller. Le fait d'avoir une brise de pente faible n'exclut pas la possibilité d'une brise de vallée forte. Donc comme je l'ai expliqué, au décollage on peut avoir 10 km/h, mais en fond de vallée on peut avoir 40. Et c'est même souvent le cas. Donc faut anticiper ça. Donc il y a parfois des balises qui existent à l'atterrissage, ça peut nous donner des indications. Donc soit ne pas voler si c'est pas notre niveau, soit voler et rester en vol pour pas aller en fond de vallée, soit atterrir en altitude. Les brises et le vent météo ou les brises de pente et de vallée peuvent se contrer. Donc on va le voir dans la suite puisqu'on va parler de confluence. Donc elles peuvent se combiner d'une part, donc s'ajouter, ou se contrer, donc s'annuler. La brise de pente sur un versant orienté sud sera maximale en début d'été, à midi, et souvent trop forte pour décoller. Donc on le connaît nous dans les Pyrénées, les faces sud comme à Agères, ça chauffe très très fort, et donc la brise, même s'il y a zéro vent météo, elle peut devenir supérieure à 30 km/h et donc impossible à décoller. Il y a des sites comme ça où il faut décoller avant telle heure, sinon c'est trop tard pour vous. Donc un petit schéma de la Fédé qui récapitule bien tout ce qu'on vient de se dire. Donc pour vos révisions, je vous laisserai regarder ce document. On va parler de confluence maintenant. Qu'est-ce qu'une confluence et quelles peuvent être les origines? Sommaire des éléments de réponse. Donc d'abord, on va définir ce qu'est une confluence. Ensuite, on expliquera via un schéma et on expliquera où est-ce qu'on peut en rencontrer, parce qu'il y a plusieurs types de confluence. On parlera également des brises de vallée, brise thermique et vent météo, brise de mer et vent météo. Définition donc d'une confluence. Une zone de confluence est l'espace où se rencontrent deux vents de direction globalement opposée, deux brises thermiques ou une brise thermique et un vent météo. Donc voilà, on comprend bien dans cette définition, ça peut être du vent météo ou de la brise, donc c'est des déplacements de masse d'air, de direction globalement opposées, ça veut dire qu'elles peuvent être littéralement opposées à 180 degrés, mais aussi on peut avoir des confluences où les vents ne sont pas exactement opposés. C'est-à-dire que du vent de sud-ouest avec du vent d'est, ça va faire une confluence, même si sur la rose des vents, ils ne sont pas face à face.
La confluence va générer une ascendance sur une largeur de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres parfois, matérialisée par des cumulus. On va le voir dans le schéma suivant. Des cisaillements peuvent être présents dans la zone d'affrontement. Cette confluence, parfois exploitable en voie libre, est souvent turbulente. Ça, on peut l'imaginer si vous avez deux rivières qui se rencontrent, une arrivant de droite, une arrivant de gauche, ben avant de se rejoindre, ben il y aura quand même, ça va être bouillonnant à l'interface. Voilà, le principe de la confluence, c'est celui-ci. On a donc la brise bleue et la brise jaune sur ce schéma qui sont très opposés. Et finalement, l'air, il ne peut pas disparaître. Ils ne vont pas se croiser exactement, mais donc ils vont avoir tendance à créer, tout simplement créer une ascendance, à remonter suivant ce schéma, suivant ces flèches. Et donc on a une, une ascendance qui identifiée ici par les petits plus, et les turbulences dont on parlait qui seront ici. Donc les turbulences elles vont être sur toute la phase d'affrontement de la confluence, que ce soit du sol jusqu'au sommet de la confluence. Où va-t-on rencontrer des confluences? Sur une crête en montagne, au croisement de deux ou de plusieurs vallées, à la croisée d'un col en montagne, donc sur une crête mais au niveau d'un col, en bordure de côte, donc en bord de mer, entre brise de mer et vent météo par exemple. Et donc on va les voir une par une. Donc brise de vallée, entre deux brises de vallée au-dessus d'un col ou d'une crête. Il faut s'imaginer donc, on a dit qu'à la mi-journée, il y avait les faces est et les faces ouest qui donnaient. Donc dans notre exemple, si on a une face ici qui est une face est et l'autre côté qui est une face ouest, eh ben, à 14 heures, les deux vont être actives, donc les deux vont être en brise montante. Et donc deux brises montantes, quand elles vont se rejoindre, ça va nous créer donc une forte ascendance. On a ce phénomène, alors qui n'est pas uniquement de la confluence, mais pour ceux qui connaissent le secteur du Louron, entre le Cap de Pal et le Pic du Lion, une belle rangée de cumulus qui est vraiment pas rare, hein, pour pas dire fréquente. Euh, et donc, il y a une confluence qui se fait à ce niveau-là. Et donc, elle est très très matérialisée par une rangée de cumulus. Entre un vent météo et une brise thermique. Et donc, admettons, on a un vent météo qui est annoncé d'ouest, prenons cet exemple. Si nous, on vole en face est, à midi, si on décolle, la face est, on a une ascendance, enfin, on a une brise montante. Et donc, avec le vent météo qui va arriver de l'ouest, ça va générer une confluence. Et effectivement des turbulences. Entre une brise de mer et un vent météo, effectivement, en journée, le soleil va générer donc une brise de mer. Alors que, admettons, si c'est, bon, on va dire si à la dune du Pilat, on a une brise de mer qui va être d'ouest en est, et si ce jour-là, on annonce un vent météo d'est en ouest, donc un vent d'est, eh ben, à l'interface des deux, ça va générer une confluence de front de mer. Alors ici, elle est dessinée ici. Suivant la force de chacun, ça peut être pile à la limite, on va dire, sur la plage, à la limite du sable, ça peut être plusieurs kilomètres dans les terres. Donc la position de cette confluence, elle va être impossible à connaître, mis à part le fait qu'il y a une rangée de cumulus qui peut se créer. Donc la confluence peut exister jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres à l'intérieur des terres, et les deux masses d'air étant différentes, on obtient des plafonds de hauteur différentes. Ça, c'est ce qui va nous permettre parfois de voler au-dessus des nuages aussi. Et dans tous les exemples précédents aussi, hein. Mais une confluence, elle peut avoir un plafond qui est plus haut, et donc ça nous permet de voler au-dessus des nuages. Ça peut arriver à Arbas, que on vole face sud de Cornudaire, on vole à 2000 quand il y a des nuages à 1500 mètres au-dessus du village d'Arbas, par exemple. L'effet de fun. Donc l'effet de fun, j'ai juste mis une photo ici, tout simplement parce que Louis Cusso, il a fait une vidéo qui est très bien imagée, elle dure 5 minutes, elle explique très très bien ce phénomène, et donc plutôt que de faire quelque chose de moins bien, j'ai préféré ne rien faire
et donc vous donner le lien de sa vidéo YouTube que je vous laisserai regarder après cette présentation parce qu'elle est très très bien faite concernant l'effet de fun. Je vois la question de Pilou. Question Confluence. Est-ce que sur des sites de soaring type Moulis, il y a ce type de phénomène qui se développe? Si on vole trop à l'intérieur au-dessus du déco de Moulis, j'imagine que la présence de cumulus dépend de l'humidité des masses d'air, donc on peut avoir une confluence invisible. Alors d'abord commencer par ta deuxième question. La présence du cumulus, elle va effectivement dépendre de l'humidité de l'air, et donc elle n'est pas automatique. Donc de base, une confluence, c'est invisible. Ça, je te confirme. C'est ce qui crée à la fois la difficulté pour les trouver, et à la fois, entre guillemets, le danger, parce que ça peut être turbulent, et quand les masses d'air, elles ont des fortes différences d'orientation et des fortes valeurs, c'est-à-dire des vents forts, ça peut créer de sacrées turbulences. Au-delà de ça, si l'humidité relative est élevée, on va avoir une ligne de nuages qui va se générer. Ça va créer potentiellement des rues de nuages, et ça, pour parcourir des kilomètres en parapente, ça peut être très intéressant, puisque sans enrouler, on peut monter et avancer. Concernant ta première question, donc est-ce que sur les sites de soaring, on a on a un genre de phénomène donc de confluence? On peut en avoir, même si à Moulis, on va dire qu'on a de la brise de nord, on va exploiter, et le jour où on annonce du vent de sud, on va pas voler à Moulis normalement. Donc je dirais que ça peut avoir lieu, mais c'est pas, dans certains cas, c'est pas profitable au vol. Par contre, des petites confluences de petite amplitude, on va les avoir sur des zones thermiques. Si il me semble qu'à gauche du déco de Moulis, on a une petite face ouest. Donc dès qu'elle va avoir commencé à chauffer, même si la brise remonte en nord-nord-est, ça va générer voilà, une petite confluence qui va potentiellement nous générer des ascendances qui seront soit plus marquées, soit qui nous permettront d'aller un peu plus haut. Après, confluence, on va dire, des fois elles sont très très marquées, voilà, par une grosse ligne de cumulus et on fait 3 km en avançant et en montant. Après, le vol complet est une somme de petites confluences finalement, d'amplitude. J'espère avoir répondu à la question. Pour finir la séance d'aujourd'hui, pour les 3 dernières minutes, on va parcourir les photos des différents nuages qu'on avait vus la semaine dernière. Je passe ça et je réponds à ta question, Pilou. Donc juste, c'est pour avoir une visu globale de la tête des nuages, parce qu'on a mis des noms dessus la semaine dernière, mais bon là on a quelques images. Donc les cirrus, de 6 000 à 12 000 mètres d'altitude, donc c'est ce qu'on peut appeler les cheveux d'ange. Les cirrus homogenitus, donc ceux-là, ils vont être surtout générés par les traînées et les condensations des avions. Et finalement, à la fin, ça fait un nuage. Les cirrocumulus, donc c'est des petits cumulus cirro, donc en altitude. Ça va ressembler à ça. Les cirrostratus, donc voilà, c'est typiquement un voile. On voit, on voit qu'il y a beaucoup d'humidité, mais il n'y a pas vraiment de gros nuages. Un altocumulus, donc on reste dans le domaine du cumulus, mais avec une altitude quand même assez haute. Donc c'est pas des cumulus qu'on va exploiter pour rechercher des ascendances, ils vont être plutôt pénalisants pour l'ensoleillement. Un nimbostratus, donc nimbostratus, c'est la famille des stratus, donc des couches, des strates. Et celui-là, on va savoir que c'est un nimbo parce qu'il est très sombre. Et comme il est très sombre, ça va nous signifier qu'il est plutôt épais. Donc plus il va prendre d'épaisseur, plus il va être dangereux pour nous. Et donc dans ce cas-là, ce sera un nimbostratus et pas un stratus simple. Un altostratus, donc un stratus, donc épaisseur plutôt fine, mais une couche entre 2000 et 5000 mètres. Un stratocumulus ici, donc c'est un petit peu en forme de cumulus, donc type cumuliforme, mais il se regroupe et forme quasiment une couche, donc une strate. Donc c'est une alternative, c'est un stratocumulus.
les stratus de 0 à 500 mètres d'altitude. Donc voilà, ici, c'est vraiment le nuage classique hivernal où on a un nuage en basse altitude qui forme une strate. Le magnifique cumulus, donc celui-ci, c'est notre plus grand copain. Et donc, je ne décrirai pas plus. Le cumulonimbus, donc le nuage d'orage, qui est souvent appelé l'enclume. Donc, il a une petite forme d'enclume. Donc là, on est à plusieurs dizaines de kilomètres. C'est celui qui va être le plus dangereux pour la pratique du parapente et générateur de fortes ascendances. Donc, dans la présentation que je vous mets, il y a quelques questions et les réponses associées. Donc, on va pas le faire ensemble, mais je vous inviterai donc à télécharger la présentation et à le regarder chez vous. Ben, pour finir la soirée, je vais répondre à Apitou enfin, et aux autres questions. La question supplémentaire, c'était est-ce qu'un dust peut être le produit de confluence? Et bien, la réponse est tout simplement oui, parce que